Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Stéphane Le Dentu, président fondateur du groupe SLB. On parlera des usages du biochar pour les sols urbains, l'agriculture biologique et les jardins. Le débat de Smart Impact, il portera sur la défense de la biodiversité alors que la conférence des Nations Unies vient de s'ouvrir à Montréal. On va explorer le partenariat entre Veolia et la vallée de la Bièvre pour mieux prévenir les inondations. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas, on continue de vous présenter les lauréats des trophées H-Up, cette association qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de handicap. On va découvrir ensemble les solutions Handy Easy imaginées par Jason Shemama. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Stéphane Le Dentu, bienvenue. Vous êtes heureux de vous retrouver. Vous étiez déjà venu dans l'émission il y a la saison dernière, il y a un peu plus d'1 an. Vous êtes donc le président du groupe SLB. Vous l'avez fondé il y a une trentaine d'années, groupe forestier, qui est notamment spécialisé dans la production de biochar. Je crois qu'il faut quand même rappeler de quoi on parle. C'est quoi le biochar ? Bonjour d'abord. Et puis le biochar, oui. C'est un substitut qui est en mesure de pouvoir restructurer les sols. Donc, vous avez le charbon. Souvent, il y a une confusion entre le charbon et le biochar. Le biochar, c'est un produit qui ne touche jamais et qui n'est jamais en contact avec l'oxygène. C'est ce qui permet de réellement le carboner et ensuite, on lui apporte énormément de propriétés. Le charbon, à son inverse, lui, il est brûlé et il dégage et il a toujours également encore ses gaz à l'intérieur. Donc, voilà la différence, tout simplement. Et comment il est créé, comment il est produit le biochar? À partir de bois, évidemment? Alors nous, à partir de bois, parce qu'on peut faire du biochar avec plusieurs choses. On peut faire aussi bien avec des déchets. Mais la problématique, c'est de trouver une bonne surface spécifique pour pouvoir retenir l'eau. Parce que le premier rôle du biochar, en tout cas de la façon dont nous le produisons, c'est la rétention en eau. C'est 50% d'utilisation en eau pour la plante. Parce que aujourd'hui, nos sols sont complètement tassés. Donc, comme notre produit est carboné, issu de biomasse forestière seulement avec le duramène, ce qui nous permet de réoxygéner le sol à travers ses cavités. Parce que comme il est carboné, il ne se dissout pas dans le sol, à l'inverse du charbon. Ouais. Et donc, vous partez du bois, comment il est produit? C'est dans une usine, c'est ça? Ça marche comment? Oui, tout à fait. Donc là, on prend du bois issu de nos forêts qui sont gérées durablement. Ouais. On va extraire ce qu'on appelle plutôt les dominés que les dominants, c'est-à-dire les bois qui sont en sous-étage, sans jamais décapitaliser l'actif forestier, ça c'est très important. Et ensuite, ce produit, une fois qu'on l'a extrait de la forêt, on le transforme en pellet. Ce pellet, ensuite, arrive comme intrant dans la machine, donc une tonne de pellet, par exemple. On va ressortir 250 kilos de matière, le biochar, sans émission de CO2, puisque quand on va chauffer le produit, celui-ci va faire tourner notre machine en autonomie parfaite. Ouais. Donc c'est sous forme de petits granulés, c'est ça? C'est ça, exactement, oui. Et donc, alors vous avez commencé à expliquer les fonctions et les avantages du biochar. Donc là, il y a la rétention d'eau. Donc on voit bien tous les usages agricoles qu'on peut en faire, ou même dans des potagers, des jardineries, par exemple. Même au-delà, les collectivités, les mairies, tout le monde est concerné aujourd'hui de moment qu'il y a un petit lopin de terre, quoi. Nous, on a commencé à le faire dans nos plantations au Brésil, parce que si vous vous souvenez, on fait de l'afforestation au Brésil. On va en parler, on en dira un mot. Donc, je voulais absolument réduire l'utilisation des fertilisants, parce que ceux-ci sont un peu plus toxiques pour le sol. Donc, le seul moyen qu'on avait réfléchi pour détoxifier un peu nos sols, on a trouvé, c'est le biochar. Mais pas n'importe quel biochar, parce qu'il faut qu'il soit carboné à minimum 90% de sa structure. Et vu de ça, nous, on a été contactés, évidemment, j'ai des docteurs en sciences qui nous accompagnent dans notre développement, aussi bien que ce soit pour l'eau, pour la préservation de l'eau, aussi bien pour le produit par lui-même. Et là, ils m'ont dit, écoute Stéphane, essaye de développer ton produit vers la viticulture, vers la sylviculture évidemment. Les maraîchers, c'est pas très utile parce que les terres en général sont exceptionnelles. Mais par exemple, on a fait des tests à Timimoum en Algérie. Donc là, évidemment, le sol, il est très acide. Donc là, ça permet, comme le pH
du biochar est un peu élevé, ça permet de restructurer les sols. Donc pour des sols qui notamment, vous dites tassés, mais souvent on sait que nos sols ont été appauvris par des années d'agriculture intensive, ça c'est une solution? C'est une vraie solution. Ouais. Aujourd'hui, tous les tests nous le confirment, on a la possibilité d'aérer de nouveau nos sols, si évidemment il y a plusieurs combinaisons. La première combinaison, il faut arrêter, je vais faire bondir beaucoup de gens, mais les engins sont beaucoup trop lourds aujourd'hui pour nos terres. Elles ne le supportent pas. Nos terres sont tassées. Donc dès qu'il pleut aujourd'hui, au lieu que ça devienne une éponge, comme c'est son rôle d'origine, celle-ci, ça part tout de suite dans les ruisseaux. Oui, ça lessive. Mais en lessivant, ça emmène tout le monde. Ça emmène les fertilisants, ça emmène les nitrates. Donc c'est ça qui est aujourd'hui un problème. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Je commence à bien comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, en termes de quantité d'eau utilisée même pour une exploitation agricole, comme le biochar permet de retenir l'eau, on fait des économies. Exactement. D'accord, ok, bien compris. La rétention de l'eau, mais aussi la restructuration, si le sol est humide, eh ben, il y a une réelle restructuration de tous les micro-organismes à l'intérieur. Et puis, est-ce qu'il y a un côté puits de carbone aussi dans l'utilisation du biochar? Évidemment, mais nous sommes reconnus par un organisme qui s'appelle Pure Earth, où nous vendons nos crédits carbone, mais ces crédits carbone suffisent à l'entreprise, si vous comprenez. À partir de là, c'est là que ça va pouvoir faire diminuer mon prix de vente demain sur le marché. Mais en aucun cas, je vais pouvoir faire bénéficier ces crédits carbone aux utilisateurs et à mes clients. À l'inverse, comme mon produit va apporter un succès au niveau de la plantation, que ce soit en sylviculture, en vigne, etc., toute plante capte le CO2 et c'est là que ça permet de dire, voilà, ça devient un puits de carbone complémentaire. Il y a beaucoup, vous avez beaucoup de clients dans l'agriculture biologique, par exemple? Que ça. Ouais. Nous travaillons vraiment sur, d'ailleurs, notre biochar, faites bien de le préciser, reconnu par EBC, Européenne Certification de Biochar, comme agro-bio. Nous sommes le seul biochar en France reconnu par l'AMM, l'autorisation des marchés financiers. Pardonnez-moi, des marchés, autorisation des marchés, sur la mise sur marché. D'accord. Donc là, si vous aimez mieux... Donc un agriculteur qui est estampillé bio, il peut utiliser votre biochar? Sans problème. D'accord. Au contraire. Et donc, même celui qui n'est pas bio. Le but, c'est de l'accompagner pour faire son transfert vers quelque chose de plus raisonné. Bien compris. Alors, vous ouvrez là, dans quelques semaines, au début de l'année prochaine, une nouvelle ligne de production dans votre usine en Normandie, c'est ça? C'est ça, à Argentan. À Argentan. Alors, on parle de quoi? Quelle capacité? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors, nous avons une production, comme je vous l'ai précisé, nous avons opté pour un biochar de haute qualité. Donc, la production d'un pyrolyseur, c'est 400 tonnes par an. Deux pyrolyseurs 800 tonnes, c'est simple. Mais surtout, on a une surface spécifique très importante. Ça veut dire quoi? La surface spécifique, c'est ce qui est capable de réorganiser au niveau du sol, si vous aimez mieux, la capacité à la rétention en eau, à pouvoir être un vrai conducteur au niveau électrique, au niveau du sol, etc. Donc, on a vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Ce qui nous permet aujourd'hui d'utiliser beaucoup moins de fertilisants. Voilà, contrairement à d'autres biochars. D'autres biochars sont faits avec des déchets. Ceux-ci ont une utilisation, mais pas la même que la nôtre. Donc vous allez quoi? Doubler votre capacité? On souhaite tripler en France. D'accord, tout à vous fait. allez tripler la capacité en France de ce biochar qui est reconnu et estampillé bio, je le rappelle. Vous l'avez évoqué, mais je veux bien qu'on détaille les conditions de production. Vous annoncez donc un process qui est propre sans aucune émission de CO2. Comment faites-vous? Parce que vous réutilisez tout ce qui est produit en termes de chaleur, de chaleur perdue, etc., c'est ça? Aujourd'hui, oui, nous sommes en train de vendre aussi notre chaleur perdue. Donc là, le pyrolyseur, il est monté en 2 parois, pour simplifier. Un cylindre au milieu qui nous permet d'amener la matière jusqu'à la sortie, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Mais en chauffant, si vous aimez, ça va libérer tout le syngaz. Et c'est ce syngaz qui va aller dans la double paroi qui va faire tourner ma machine en 24/24 sans apport d'énergie extérieure. Parce que ça ne sert à rien de construire une usine si c'est pour émettre du CO2. Enfin, oui, effectivement, c'est l'idée, quoi. Ce serait moins cohérent. Donc là, vous récupérez la totalité du gaz produit par lorsque vous produisez le biochar en circuit interne, quoi. C'est ça, d'accord. Tout à fait. Et là, grâce à ça, on va pouvoir craquer notre bois. Et c'est là qu'on va amener énormément de cavités pour justement capter tous les nutriments et l'eau également. Il nous reste 1 minute 30. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de ce que vous faites en Amazonie, parce que SLB, c'est un groupe mondial. Vous avez des forêts, vous gérez des forêts en Roumanie et au Brésil.
La forêt amazonienne, on le sait, elle est grignotée par l'agriculture intensive. Vous luttez contre ce phénomène comment ? Alors nous sommes dans l'état du Paraná, Oui. au sud du Brésil. On achète des terres abîmées par l'agriculture intensive et là on restructure ces terres, c'est-à-dire qu'on va les travailler dans un programme éconologique. On va faire ce qu'on appelle de la forêt dite commerciale et derrière on va faire 40% en forêt endémique. La forêt endémique mélangée en corridor, etc., nous permet de restructurer l'ensemble de la faune et de la flore, mais également tout ce qui est nécessaire à la protection de notre forêt dite commerciale. Parce qu'on peut interdire de couper la forêt amazonienne ou même d'Afrique, mais si on n'apporte pas une solution de substitution, eh ben on n'arrêtera pas le problème. Donc si vous aimez, on fait un programme d'afforestation, on fait ce qu'on appelle des forêts d'une façon très économique, mais en même temps, le plus important, c'est un engagement RSE, ISR. D'ailleurs, on a plein de personnes, enfin des contrôleurs qui viennent nous contrôler tous les ans pour voir un peu et essayer de s'améliorer au fil du temps. Merci beaucoup Stéphane Le Dentu et à bientôt sur Bismart. On passe à plaisir. notre débat. On parle biodiversité à l'occasion de la COP qui démarre à Montréal. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Elle est moins médiatisée, pourtant ses enjeux sont majeurs. La COP 15, la conférence des Nations Unies sur la biodiversité, vient de démarrer à Montréal. On va l'évoquer avec mes invités. Bernard Willinger, bonjour, bienvenue. Vous êtes ingénieur expert, chef de projet Veolia Eau. À vos côtés, Hervé Cardinal, bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur des services techniques du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre. On va évidemment parler ensemble de votre partenariat, de la lutte contre les inondations, de l'anticipation. Mais je voudrais quand même vous entendre avec Cardinal sur cette COP. Déjà, la COP 15, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui ne savaient même pas que ça existait. Ils disent, ah mais tiens, mais c'est quoi? C'est un lien avec la COP 21. Enfin bon, on s'y perd un peu. Pourquoi c'est aussi important que celle sur le climat, cette conférence biodiversité? La 15, c'est, vous l'avez dit, biodiversité. Et la biodiversité, comme le climat, ça décline. Si le climat décline, la biodiversité et les habitats déclinent aussi. Donc il va falloir faire une action conjointe sur les deux items pour vraiment regagner en espèces et puis en habitat et pour améliorer. C'est un cercle vertueux de pouvoir avoir cette COP et améliorer les conditions écologiques de tout un système. Oui, et on attend comme à chaque fois des engagements, notamment des États. Si on zoome sur la vallée de la Bièvre, vos enjeux de biodiversité, c'est quoi? Alors, les enjeux de biodiversité, c'est restaurer l'écologie de la rivière parce que depuis des années, l'idée, c'était de s'en servir industriellement, de la canaliser, de l'enfermer, de la mettre dans du béton. Donc, béton et biodiversité, on a bien compris que c'est un peu compliqué. Donc là, on est plus à la rouvrir, à la remettre à l'air libre, à recréer des habitats. Donc, on applique cette COP 15 sans le vouloir, ou en le sachant plutôt, sur la vallée de la Bièvre. Bernard Willinger, ce partenariat entre Veolia et la vallée de la Bièvre, en quoi il consiste? Depuis quand il existe et il quels existe sont les enjeux? depuis un peu plus de 30 ans. Avec le syndicat, on les accompagne, on propose des services qu'on a fait évoluer aux côtés de la collectivité pour protéger les habitants de la vallée de la Bièvre. Donc c'est un bassin versant de 110 km² pour 200 000 habitants qui va de Versailles jusqu'à la limite Verrières-Massy-Antony. Et donc, on est là pour protéger les habitants de la vallée avec tout un système de gestion de crues, avec un certain nombre de technologies qui permettent justement à la fois d'être très réactifs, parce qu'en fait, sur la vallée, vous pouvez voir les eaux qui montent de quelques centimètres à 2 mètres en l'espace de 20 minutes. Donc, on est dans ce qu'on appelle des régimes semi-torrentiels, ce qu'on rencontre dans les vallées. Là, on est dans la vallée de la Bièvre. Et donc, il a fallu trouver des solutions innovantes qui permettent justement d'anticiper et d'être très réactifs. Alors c'est quoi? C'est des capteurs? Alors c'est à la fois des capteurs, c'est des systèmes de supervision, de télégestion en temps réel. On est également connecté aux imageries radars de la pluviométrie. Donc on voit la spatialisation de la pluviométrie sur l'ensemble. On récupère également l'ensemble de ces données avec une prévision sur un horizon à 3 heures, ce qui permet justement d'anticiper et d'être très réactif justement par rapport à ces montées d'eau très très violentes. Et là on est vraiment en face à cette problématique
du changement climatique. On essaie d'y répondre au plus près. Et malheureusement, on le voit dans l'actualité, hein, récemment à Ischia. Et puis encore. Ischia, c'est une île au sud de l'Italie, c'est ça? C'est au niveau de l'Italie. Là, il y a eu un drame aussi récemment à cet endroit-là. Et puis encore dans l'actualité, en Sicile, le week-end dernier, il y a eu également des inondations catastrophiques. Donc au niveau de la France... C'est quoi? Ça veut dire, pardon de vous interrompre, ça veut dire que là, on est face, si on reprend Ischia, on est face à un phénomène de pluie plus importante. Alors je sais qu'il y a aussi un problème d'urbanisation un peu anarchique là-bas, donc ça a forcément aggravé les choses. Mais c'est ça la question que vous vous posez, c'est comment anticiper sur ces bouleversements climatiques, des pluies peut-être plus puissantes, plus importantes, c'est ça? Alors c'est à la fois sur l'anticipation, mais c'est également un travail de longue haleine et de gouvernance. Et donc là, justement, on est associé pour proposer des services aux côtés de la collectivité, qui a également un modèle de gestion de gouvernance exemplaire, qui permet justement de combiner à la fois des systèmes très innovants et de mettre en place tous les systèmes de biodiversité qui permet justement de faire face dans la durée, face à ces problématiques d'arrivée des eaux. Et là, on le voit effectivement, hein, avec ce changement climatique, on peut avoir des périodes de sécheresse et après on voit la pluie qui arrive de manière très violente en très très peu de temps. Et là on voit bien qu'il y a un changement. Et là je pense que Hervé pourra répondre aussi sur ces problématiques de gouvernance du syndicat, sur toute la politique qu'il a mis en œuvre, sur laquelle on les accompagne depuis de nombreuses années pour pouvoir être très efficaces dans leur gestion à la fois de l'environnement et du paysage. Vous m'offrez la transition. Expliquez-nous qu'est-ce qui est mis en place justement. L'idée là c'est communément un peu appelé ces temps-ci solutions fondées sur la nature, solutions qui permettent en fait d'augmenter les capacités, de faire de l'expansion de crues naturelles et de venir jouer avec le milieu naturel. Donc Veolia, lui, travaille à optimiser les flux. Et pour optimiser les flux, il va bien falloir qu'il y ait de quoi les recevoir. Et historiquement, on va mettre ça dans des caisses en béton, on va mettre ça dans un canal, dans un chenal. Et là, on va enlever tout ça et on va redonner place à l'écrin de verdure, à l'écrin de nature, redonner de l'habitat, redonner place à la rivière. Non seulement c'est un plaisir pour les gens de se promener dans ces secteurs de petits écrins de verdure à 15 km de Paris, mais en plus, avec nos opérations, on va augmenter les volumes, on va gagner du volume. Et dès qu'on gagne du volume, l'optimisation du flux va être améliorée. Alors j'essaye de bien comprendre. Donc vous faites en sorte de pouvoir que la nature prenne en charge les pluies plus importantes liées au changement climatique. C'est le projet consiste en ça? Qu'on redonne place à la nature dans ces milieux très urbains. Alors non seulement ça redonne des îlots de fraîcheur, et là on remet une casquette ça c'est majeur, climat, et on redonne des habitats supplémentaires aux espèces, donc des zones de vitesse, des zones de profondeur, casquette COP21, biodiversité. Et derrière, on redonne du volume d'expansion. C'est-à-dire qu'au lieu de déborder sur les voiries, sur les infrastructures, dans des maisons ou autres, ça va déborder dans ces milieux où on a fait tout le nécessaire pour qu'on puisse mettre le volume pour le secteur. C'est un enjeu qui est double, vous nous l'avez dit. Il y a la protection des citoyens, évidemment, une vallée très, très, très peuplée. Et puis, il y a la biodiversité. Vos outils, ils servent aux deux, en quelque sorte. C'est une question de Béotien, mais... Elles servent aux deux, elles se combinent, en fait. Il y a une efficacité de l'un par rapport à l'autre. Et en termes d'efficacité, quelques chiffres, tout simplement. On a tous encore en mémoire les inondations de mai-juin 2016, qui ont été des crues qui étaient classées aux environs de 100 ans, je crois. Sur l'Île-de-France, c'était 2 milliards d'euros de dommages. Cité par les assurances. Sur la vallée de la Bièvre, c'était 0 € de dommages. Donc il y a quand même la preuve que tout un système et tout un accompagnement à la fois des populations et tout ce qui a été mis en œuvre depuis de nombreuses années par la collectivité et nous qui les accompagnons avec des services adaptés justement pour optimiser la gestion des flux, a montré son efficacité sur ce type d'événement. Et en plus, là, on a vu aussi le changement climatique. J'explique souvent, tout le monde pense que fin mai, ce sont des orages très violents, etc. Ben là, on voit bien le changement climatique. Dans ce changement climatique, c'était en fait des pluies hivernales. On avait pendant 48 heures des pluies continues qui venaient du nord, pas très violentes, mais très continues. Et là, on voit bien la problématique du changement climatique. Les images radars l'ont confirmé. Et donc, ça veut dire que ce que vous avez mis en place depuis 30 ans... permet d'anticiper sur, finalement, d'être plus efficace face aux effets des bouleversements climatiques aujourd'hui, c'est ça ?
Exactement. Il y a 30 ans, on a commencé à mettre en place un système avec les capteurs. On a commencé à mettre en place tout un système d'optimisation, de gestion des flux. Il a fallu avoir de la connaissance et on a accompagné la collectivité depuis une trentaine d'années. Les technologies ont évolué et on a essayé d'optimiser toutes les technologies telles qu'elles évoluent avec l'apport des images radars, la télégestion, les systèmes informatiques numériques, la modélisation mathématique. Tous ces outils ont permis d'anticiper, permettent aujourd'hui d'anticiper et de prévenir également les riverains d'une potentialité et d'un potentialité risque de dommages aux personnes. Est-ce que malgré tout, vous voyez des phénomènes météo plus violents intervenir depuis une dizaine d'années à la taille de la vallée de la Bièvre? Nous, on se rend compte que la spatialisation de la pluie, c'est pas la même. Le cumul pluviométrique, il peut être équivalent sur une année complète, mais il y a une répartition l'été qui tombe vraiment violemment. Là, surtout cet été, on a eu une période pendant 3-4 mois où il ne se passait rien. On avait à peine 15 mm par mois, alors que la moyenne, c'est une cinquantaine. Et puis d'un coup, là, on va se faire rattraper peut-être en décembre où on va avoir 150 mm cumulés, alors que normalement, on n'en a pas tant que ça. Donc on voit bien qu'il y a un déplacement sur l'année du cumul et des intensités qui nous arrivent. Quand il y a une inondation, alors là, je parle vraiment de singe. La nature, elle a l'habitude, ou est-ce que la biodiversité forcément en souffre et est-ce que la faune et la flore va mettre beaucoup de temps avant de retrouver finalement un fonctionnement habituel? Alors que si c'est de l'expansion, une crue naturelle, classique, la nature sait faire la part des choses et arrive à se restaurer. Quand on a des impacts vraiment très forts où on est obligé de forcer et que le système d'optimisation vient vraiment prendre la main, on a des débordements assez importants et il va y avoir forcément des impacts sur les animaux, notamment les périodes de nidification. En 2016, il y a beaucoup d'endroits où les nids présents ont été noyés. Ça, la nature va refaire une nidification plus tard, mais il y a eu un impact à l'instant T quand même avéré. Bernard Rininger, est-ce que les outils que vous avez mis en place, vous l'avez dit depuis plusieurs décennies, ils sont suffisants, ou est-ce que ces phénomènes météo liés au changement climatique, c'est-à-dire peut-être plus violents, parfois plus nombreux, vous obligent à en inventer de nouveaux? Alors effectivement, on essaie toujours de s'adapter aux situations telles qu'elles évoluent. On met en place un certain nombre d'outils qui tiennent compte des évolutions technologiques, puisqu'effectivement, il y a 30 ans et aujourd'hui, on n'a pas du tout les mêmes environnements. On essaye aussi d'apporter le meilleur service aux besoins de la collectivité qui répond à l'échelle du bassin versant. Là, l'idée, ce n'est pas de protéger tout un département. L'idée, c'est de protéger une vallée, les habitants de la vallée, et donc de mettre en place des outils adaptés. Et donc, effectivement, on essaye d'évoluer. Alors, le système qui a été mis en place est un système évolutif, c'est-à-dire qu'il n'est pas figé, ce n'est pas un système clé en main, on l'adapte au fil du temps, au fil des évolutions technologiques et on l'apporte par des couches supplémentaires qu'on appelle des briques. Donc à chaque fois, on implémente des briques supplémentaires. Par exemple, depuis peu, on a mis en place le système d'alerte aux riverains, etc. Quelque chose qui n'existait pas avant, alors qu'on avait déjà des capteurs. Les capteurs évoluent aussi, donc on essaie de faire évoluer aux côtés de la collectivité pour avoir toujours un système avant-gardiste. Je voudrais, il nous reste une minute, il faut aller vite, mais dire un mot de en quoi ce partenariat vous sert à 10 000 km de là, au Cambodge, dans la vallée d'Angkor, parce que je sais que vous y travaillez aussi. Absolument, aux côtés de la Fondation et surtout avec le SIAVB, avec l'autorité locale qui s'appelle l'APSARA, qui est l'autorité nationale de la protection des sites de la région d'Angkor. On essaie de transposer philosophiquement tout ce qui a été mis en place sur la vallée de la Bièvre pour protéger à la fois les habitants de Siem Reap, de la région d'Angkor, et aussi de protéger le patrimoine mondial culturel d'Angkor. En 2 minutes, avant de laisser la main à Hervé, puisque le syndicat est à l'origine. On ne va pas avoir le temps. C'est quoi? C'est les moussons qu'il faut gérer, c'est ça? C'est à la fois les moussons qu'il faut gérer, la protection des sites d'Angkor, la grandeur des sites d'Angkor, un des premiers sites au patrimoine mondial de l'humanité. Et cette grandeur d'Angkor en fait aussi un lien privilégié avec le syndicat qui gère aussi les eaux des étangs de Saclay, qui était une des ressources en eau de Versailles. Et c'est aussi de comparer culturellement la grandeur de Versailles avec la grandeur d'Angkor. Du volume, de la biodiversité, de l'optimisation des flux, ça se transpose. Et ben voilà, merci beaucoup. On aura presque tout dit. Merci d'être venu partager ce partenariat qui nous a fait aussi voyager. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Ideas.
Smart Ideas en partenariat avec HUP, l'association qui accompagne et qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de handicap. On est en duplex depuis les États-Unis, depuis Miami avec Jason chez Mama. Il y a sa maman Nicole que je salue aussi qui est juste à côté, qui a créé Jason Handy Easy. Alors vous allez nous raconter dans une minute quel produit vous proposez. Mais d'abord, il faut nous expliquer comment on communique, comment vous communiquez. Je vous ai envoyé mes questions avant cette interview. Comment vous me répondez ? En effet, j'ai préparé mon pitch un peu avant car je n'arrive pas à parler à cause de mon infirmité motrice cérébrale contractée depuis ma naissance. Je vais donc échanger avec vous grâce à une synthèse vocale comme le faisait le célèbre Stephen Hawking. Mon infirmité motrice cérébrale, appelée aussi IMC, m'empêche de réaliser un tas de choses mais elle ne m'empêche pas de me lever tôt pour cette interview. En effet, je suis actuellement avec vous avec quelques heures de décalage car je suis actuellement en voyage à Miami pour aider une association d'handicapés. C'est donc un plaisir d'être avec Bismart ce matin. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Jason Chemama. J'ai 22 ans et depuis 2018, je suis le fondateur de la start-up Handy Easy spécialisée dans la commercialisation de solutions adaptées pour les personnes handicapées en situation de grande dépendance. Alors, vous nous l'avez dit. Alors, effectivement, merci de vous lever aussitôt déjà. Ce handicap, bon, ça vous a empêché de suivre une formation, d'obtenir un diplôme, mais ça n'a pas entamé cette volonté de créer votre entreprise. C'est quoi Handy Easy ? Plusieurs choses. Étant actuellement déscolarisé pour faute de place dans un établissement spécialisé, j'ai en effet décidé de prendre mon avenir en main en créant ma société. Je ne pourrai jamais avoir un diplôme CAP, ou même le bac. Je suis autodidacte et suis passionné par les nouvelles technologies depuis mon enfance. Mon envie en créant Handy Easy était tout d'abord d'avoir un métier. Et oui, cette erreur médicale aurait pu me condamner à devoir rester à vie dans un centre de soins et sans avenir professionnel. J'ai donc dû préparer mon évasion. C'est en puisant dans ma seule volonté et mes ressources intérieures que j'ai en 2018 créé Handy Easy. Les cadres de santé me disaient que jamais au vu de mon handicap je ne pourrais entreprendre et pourtant ensuite il y a eu cette volonté de proposer des solutions moins chères que mon concurrent à des personnes qui comme moi sont en situation de très grande dépendance et ne bénéficiant pas d'un budget conséquent. En effet, trop souvent les solutions du médico-social sont chères et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Avec les solutions Handy Easy, l'idée était de proposer des produits abordables et de bonne qualité. Nous commercialisons des bras adaptés permettant aux individus les moins autonomes d'utiliser leur téléphone et leur tablette. Sur notre boutique en ligne, l'on retrouve aussi la gourde adaptée qui facilite les personnes qui ont du mal à boire seules. Nos clients sont toutes les personnes manquant d'autonomie, handicapés moteurs, personnes âgées et établissements de santé partout en France. Jason, vous avez déjà reçu plusieurs prix, notamment le prix Positive Planète en janvier dernier. Félicitations. Et puis vous êtes lauréat des trophées HUP. Ça représente quoi pour vous, ce prix, ces prix ? En effet, il y a le prix Positive Planète avec Jacques Attali, mais aussi le prix Sony Digital Prize de l'ESCCA que Handy Easy a reçu à ses débuts en 2019. J'ai le plaisir de vous apprendre que j'ai gagné le prix du trophée HUP Entrepreneur. Pour moi, ce prix a un goût particulier car il récompense les meilleures innovations dans le milieu du handicap. C'est un peu notre Coupe du Monde à nous. Ce n'est pas seulement ma récompense mais aussi celle de mon équipe. Merci beaucoup, merci Jason chez Mama. Bon vent à Handy Easy. On va vous supporter comme on supporte les Bleus pendant la Coupe du Monde. Effectivement, c'est votre Coupe du Monde à vous. On est vraiment ravis que vous ayez remporté ces trophées. Et on souhaite bon vent évidemment à votre entreprise et aux produits Handy Easy. Merci évidemment aussi à votre maman Nicole qui était juste derrière et qu'on n'a pas vu à l'image mais qu'on salue. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à demain sur Bismart. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. On en avait un d'audacieux à l'instant sur notre antenne.